Merci en tout cas de vous être connectés si nombreux. Claire, peut-être je vais commencer à te laisser dérouler. Vous pouvez vous laisser poser vos questions soit au fil de l'eau, au fur et à mesure des slides, soit tout à la fin. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de sujet. Alors, dans ce webinaire, donc, on vous propose d'aborder plusieurs points, de revenir dans un premier temps sur ce que sont les soins non programmés infirmiers. Ensuite, on viendra à plus proprement parler sur le dispositif qui est déployé donc dans votre département. On vous présentera comment vous pouvez être identifié en tant qu'infirmier de soins non programmés. Quelles peuvent être les interventions que vous pouvez réaliser au domicile des patients? On fera un focus aussi sur la rémunération parce qu'il s'agit ici d'un protocole dérogatoire. Donc, vous avez également une rémunération dérogatoire. Voilà, donc on passera un peu de temps sur ce sujet-là et surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur ce sujet-là parce que c'est un point central. On vous présentera les contacts de l'URPS infirmier et également un dispositif, le service interprétariat, que vous pouvez utiliser dans le cadre des soins non programmés, mais pas que, également dans toutes vos activités en tant qu'infirmier. Juste peut-être Claire, on a oublié, c'est peut-être que tu te présentes avec Marianne et Ok. que comme ça les personnes puissent vous identifier aux besoins quand elles auront besoin de vous appeler. Marianne, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Marianne Linsinger, je suis assistante de projet au sein de l'URPS infirmier Pays de la Loire. Et Claire Payet, donc je suis coordinatrice de l'URPS infirmier. Donc vous aurez nos contacts à la fin. Et pour information aussi, on vous enverra le PowerPoint sous peu. Voilà, donc vous aurez également toutes les informations qui sont dans ce PowerPoint-là. Et aussi, vous pouvez consulter le site internet de l'URPS infirmier. Vous trouverez un certain nombre d'informations aussi sur le dispositif si besoin. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, donc sur la présentation des soins non programmés infirmiers. Donc, on voulait revenir déjà sur l'objet même des soins non programmés. Donc, ce qu'on entend par soins non programmés, ce sont tous les soins qui répondent aux besoins de patients, donc qui ne relèvent pas là, de l'urgence vitale. Vous ne serez jamais appelé pour un AVC, par exemple, ou pour une prise en charge dans la demi-heure. Mais malgré tout, ce sont des soins qui ne peuvent pas donc, ni être anticipés, ni être retardés. Donc, ils doivent être quand même pris en charge dans une durée assez limitée, qui est fixée à 4 heures. Vous l'avez en bas dans la slide qui vous est présentée. Donc, quand vous recevez un appel de la régulation médicale, vous avez 4 heures pour pouvoir intervenir au domicile du patient. L'objectif à travers ce dispositif, donc, il est de permettre aux patients de rester à domicile pour leur éviter d'être transférés aux urgences ou de devoir aller aux urgences. Et pour vous, en tant qu'infirmier libéral, parce que vous êtes parfois déjà sollicité par la régulation, donc, en tant qu'infirmier libéral, c'est vous permettre aussi d'avoir une rémunération, y compris lorsque vous prenez en charge un patient avec des soins ou une prise en charge où il n'y a pas de reconnaissance dans la NGAP, donc pour des soins que vous ne pouvez pas coter par ailleurs. En termes de modalité de sollicitation, donc vous êtes sollicité uniquement sur les horaires de journée, donc du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Sur les autres horaires, vous ne serez pas sollicité. Lorsque la régulation médicale vous appelle, donc vous disposez d'un délai de 30 minutes pour éventuellement les recontacter si vous n'avez pas réussi à prendre l'appel. Et à chaque fois que vous avez un appel de la régulation médicale, vous êtes libre d'accepter ou non la demande de prise en charge du patient. Ça, c'est important, Claire. Je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que le temps d'évaluation des soins des infirmiers libéraux, c'est évalué entre 8 et 15 minutes dans la présence au domicile, au-delà des soins les plus courts sur la distribution de médicaments ou autres. Mais en tout cas, on s'est laissé le temps des 30 minutes pour que le régulateur puisse vous laisser un message et que vous ayez un délai d'acceptation ou de refus. Et à ce moment-là, c'est à lui de gérer la suite des événements en fonction de votre acceptation ou pas. On le verra tout à l'heure, la manière dont vous êtes identifié et pourquoi c'est vous qui êtes rappelé ou pas, en fonction de la zone géographique, mais surtout le fait que vous soyez identifié par le patient lui-même. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure.
Et on le rappelle bien en bas, mais c'est sûrement le plus important pour pas se mettre de pression par rapport aux divers commentaires que j'ai pu avoir de manière perso, c'est que le délai d'intervention, il est entre du moment de l'appel et l'acceptation, entre 0 et 4 heures. C'est-à-dire que c'est votre organisation qui va permettre de faire un lever de doute auprès du domicile du patient. Et vous voyez dans quelle typologie de prise en charge on est. Quand on a entre 3 et 4 heures pour intervenir, on est tout sauf dans l'urgence en fait. On est dans les soins non programmés. C'est une chute, c'est une évaluation de pansement, c'est peu importe. Dans les départements qui ont démarré avant nous, notamment la Sarthe et le 85, on est sur un délai d'intervention moyen inférieur à 1 heure, parce qu'au décours de notre tournée ou autre, c'est finalement ce qu'on fait au quotidien. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est le fait que vous êtes dans les clous et il n'y a rien d'opposable si vous intervenez dans les 4 heures, donc surtout, on ne se met pas de pression par rapport à ça. Peut-être Claire, je te laisse redéfinir sur les modalités d'intervention. Tout à fait. Donc, lorsque vous allez avoir la régulation au téléphone, alors au niveau de la régulation, vous pouvez avoir soit le médecin régulateur directement, donc qui soit médecine générale ou SAMU, ou vous pouvez également avoir un opérateur de soins non programmés qui vous explique du coup les raisons du recours. Alors, les raisons du recours, ça peut être très clairement identifié, par exemple une sonde urinaire qui est bouchée, enfin voilà, tout type de soins. Ça peut être aussi une situation où le médecin régulateur a eu du mal à évaluer l'état du patient. Et donc là, le régulateur va vous solliciter plutôt justement sur les questions de levée de doute. Donc vous aurez probablement peu d'informations à part de dire que le patient semble pas très bien et qu'il faut prendre ses constantes, voilà, et avoir un regard plutôt infirmier sur la situation. Vous aurez bien évidemment donc l'identité de la personne, son adresse et son numéro de téléphone. Et avant de vous déplacer au domicile du patient, il est préférable d'appeler le patient, notamment s'il y a un besoin de médicaments ou de dispositifs médical. Alors, ce n'est pas à vous d'aller à la pharmacie, vous n'avez pas le rôle de coursier. En revanche, il faut que l'aidant ou le patient lui-même puisse avoir le temps d'aller à la pharmacie avant que vous passiez. Donc, dans tous les cas, on vous conseille de caler l'intervention, le créneau d'intervention avec le patient en direct, le patient ou l'aidant, bien sûr. Je vois pas de questions, je passe à la slide suivante, mais n'hésitez pas à m'interroger si besoin. Donc là, maintenant, comment vous serez identifié en tant qu'infirmier SNP? Donc, dans un premier temps, la régulation médicale va identifier un besoin de prise en charge par un infirmier. À ce moment-là, c'est ce que je viens de dire, la régulation médicale va demander au patient, dans le cas où il y aurait besoin de matériel médical ou de médicaments, il va demander au patient ou à l'aidant de passer à la pharmacie si, il n'y a pas déjà le nécessaire au domicile du patient. À partir de ce moment-là, donc, la régulation va d'abord demander si le patient a un infirmier habituel. Si jamais le patient a un infirmier habituel, c'est lui qui sera mobilisé en première intention. Du coup, par rapport à ça, on préconise que vous puissiez laisser vos coordonnées assez facilement visibles auprès des patients que vous suivez habituellement, parce que souvent, ils vous connaissent par votre nom et votre couleur de voiture, mais pas trop par votre numéro de téléphone et votre nom de famille. Donc, c'est très difficile pour la régulation de pouvoir identifier l'infirmier habituel du patient si jamais le patient lui-même n'est pas en capacité de donner voilà, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Dans le cas où le patient n'a pas d'infirmier habituel ou si l'infirmier habituel n'est pas disponible, à ce moment-là, là, ce sera plutôt le rôle de l'opérateur de soins non programmés, l'OSNP. Il va rechercher l'infirmier le plus proche du patient. Pour cela, il va se connecter à l'annuaire santé Amélie, donc c'est l'annuaire de l'assurance maladie. Et l'avantage de cet outil-là, c'est que c'est celui qui est le plus mis à jour habituellement et en plus, il vous localise par distance géographique par rapport au domicile du patient. Par rapport à ça, on vous conseille de bien vérifier quelles sont les informations qui sont saisies sur votre fiche qui figure dans l'annuaire santé Amélie. Notamment si vous avez déménagé ou enfin voilà, vraiment regardez bien quelles sont les informations
indiqué. Et si jamais il y a des modifications à faire, je vais un peu laisser la slide là sous les yeux. Vous avez l'adresse mail qui est en dessous. Donc, vous envoyez un mail à cette adresse-là et vous donnez les informations qui sont à modifier sur votre fiche. Dans le cas où vous n'êtes pas l'infirmier habituel du patient, mais que ce patient a déjà un infirmier, on vous invite à vous rapprocher de l'infirmier habituel du patient pour effectuer les transmissions. Alors, si c'est un infirmier que vous connaissez déjà, vous avez peut-être déjà des modalités d'échange avec lui. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous appuyer sur la fiche qu'on a rédigée de transmission qui est téléchargeable sur la boîte à outils du site internet de l'URPS infirmier. Et dans tous les cas, on préconise d'utiliser des canaux sécurisés, notamment la messagerie sécurisée de santé. Concernant les interventions au domicile du patient, David, je te laisse peut-être te présenter ce point-là. Oui. En fait, le domicile du patient, donc ça a été un long questionnement quand le dispositif est né post-crise sanitaire sur quel est le domicile du patient, jusqu'où on va, quel est le périmètre d'action. Donc, ce qui a été retenu, c'est que le domicile du patient, c'est finalement l'adresse fiscale du patient et les EHPAD en font partie. Parce qu'en fait, le patient, quand il rentre dans un EHPAD, le domicile fiscal, c'est l'adresse de l'EHPAD. Il faut savoir qu'en fait, encore une fois, on vous rassure, c'est que vous ne pouvez pas être contacté directement par l'EHPAD lui-même pour des problématiques liées à la personne âgée. C'est vraiment par le biais du SAMU que vous allez être contacté et du médecin régulateur. Donc, il n'y a pas de sujet de proximité ou de connivence entre un EHPAD ou des infirmiers de secteur. Le besoin, en fait, on l'a identifié comme c'est là, c'est tout sauf provocateur. C'est vraiment une consultation infirmière liée à un acte simple, un conseil en santé et une orientation. Pourquoi on a parlé d'orientation? Que par exemple, dans le dispositif qui a été déployé dans la Sarthe il y a maintenant 2 ans, parce que c'était le département expérimentateur, il y a environ 85% des patients qui restent au domicile suite à l'intervention d'une infirmière. Donc, on vous laisse faire le calcul de l'économie d'échelle et du confort du patient lui-même sur le fait qu'il reste à son domicile dans 85% des cas. Sur les sujets de l'orientation, c'est vraiment à votre appréciation, en lien avec le médecin régulateur que vous allez rappeler une fois que vous aurez fait votre bilan. C'est vous qui allez prendre avec le médecin régulateur, entre guillemets, une décision partagée d'une évaluation du patient et de savoir s'il est orienté vers un médecin dans la journée ou faisant suite à votre intervention, ou si vous préconisez, avec l'appui encore une fois du régulateur, parce que c'est lui qui a la décision finale, une orientation du patient vers une structure hospitalière. Parfois, le patient pourrait être censé rester à domicile, mais du fait qu'il n'y ait pas d'aidant, on a une contrainte d'orientation vers une structure. Donc en fait, l'évaluation de l'infirmier, elle est aussi liée à son environnement que vous connaissez bien souvent, puisque dans la grande majorité des cas, pour pas dire tous les cas, c'est l'infirmier référent du patient ou un infirmier qui connaît déjà le patient de par son secteur d'activité. Dans tous les cas, en fait, où vous êtes mobilisé pour cet acte-là, il n'y a aucun matériel spécifique pour lequel vous devrez être doté, c'est-à-dire il faut utiliser le matériel que vous avez vers vous au quotidien pour vos pratiques quotidiennes, que sont l'appareil à tension ou le saturomètre ou autre, mais quand bien même vous n'avez pas ces outils-là, qui sont pourtant des outils dans notre activité, vous n'avez pas de matériel spécifique à acheter, d'abonnement spécifique à avoir pour de la téléconsultation ou autre, puisque si toutefois il y a une téléconsultation à avoir, le lien vous sera envoyé directement sur votre smartphone. C'est-à-dire au moment où vous allez rappeler le régulateur, il vous sera envoyé un lien si besoin. Le matériel nécessaire, en fait, c'est tout ce que je vous décrivais tout à l'heure, et il n'y a rien de bien plus sorcier, puisque l'évaluation clinique des patients au quotidien, quand on arrive sur un malaise ou une chute ou une évaluation de plaie, finalement, c'est ce qu'on est amené à faire souvent au décours de nos tournées. Et en fait, on a une obligation de faire un bilan. Et à l'issue de la prise en charge, vous avez le numéro direct pour éviter d'être dans la file d'attente du 15 que vous devrez appeler dans le cadre de cette prise en charge. Alors là, le numéro 02 43 26 99 71, c'est le numéro d'accès direct au niveau du SAS, le service d'accès aux soins au niveau du SAMU, mais vous ne pouvez l'utiliser que dans le cas où vous avez été sollicité en amont pour une prise en charge d'un patient dans le cadre des SNP.
En aucun cas, vous pouvez utiliser ce numéro-là quand vous arrivez au domicile du patient avec un patient, par exemple, qui fait un malaise. Vous devez passer par le circuit du 15 parce que le fait de passer par le circuit du 15 ouvre un dossier médical du patient et du coup vous protège d'un point de vue médico-légal sur toutes les transmissions qui pourraient vous être faites via le 15 où l'appel est enregistré. Là, le bilan qui est fait via ce numéro-là, en fait, c'est un bilan coupe-fil qui est fait avec un numéro direct d'accès pour pas que vous ayez à attendre 15 ou 20 minutes le fait de faire votre bilan une fois que vous êtes au domicile du patient. Est-ce que dans ce qui vous est décrit là, vous avez une petite infographie hein, que vous pourrez regarder tranquillement à tête reposée. Vous avez aussi là une modalité moyenne des actes qui ont été relevés sur le département de la Sarthe depuis 2 ans, des sujets pour lesquels vous avez été sollicité. Vous avez une surveillance, une évaluation clinique, donc constante dextro ou une évaluation de la douleur. Vous avez une évaluation des plaies, des pansements. Ce qui vous est demandé parfois, c'est les actes, parfois perfusion ou réassurance. Bon, voilà, c'est des sujets en fait qu'on connaît très bien et qui n'engagent pas, entre guillemets, une responsabilité autre que notre décret de compétence. On va revenir tout à l'heure sur la rémunération et la manière dont vous seront transmises les ordonnances, mais est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau du périmètre de l'intervention et du temps et du délai d'intervention que vous avez, il y a des questions à poser, ou si pour l'instant c'est à peu près clair, ou ceux qui veulent poser des questions, il y a tout loisir de le faire aussi à la fin de la présentation du PowerPoint. Peut-être pour préciser sur les bilans sanguins, c'est vraiment la dépendant de votre secteur et de l'horaire auquel vous êtes sollicité, parce que souvent vous êtes soumis à l'organisation aussi des laboratoires, donc c'est parfois pas toujours possible de répondre à cette demande-là. Notamment pour ceux qui sont à distance en fait des labos, pas forcément ceux qui sont sur Laval et Aglo, mais ceux qui sont un peu à distance des laboratoires, notamment dans les zones de campagne où finalement il y a des horaires de passage qui est limitant pour l'organisation d'un bilan. Je vois pas de questions ni de main se lever. Je peux passer à la slide suivante. Vas-y, Claire. Donc, on vous indique ici les numéros d'appel du centre 15 de la Mayenne. Alors, la plupart du temps, vous aurez ces numéros-là qui s'afficheront quand la régulation vous appellera. Donc, le plus 33 15 et puis le 02 qui s'affiche en dessous. On vous invite à enregistrer ces numéros-là sur vos téléphones portables. Comme ça, ce sera plus facile d'identifier l'origine de l'appel lorsque votre téléphone sonnera. Il y a une particularité sur le département de la Mayenne, c'est que les médecins régulateurs de médecine générale ne régulent pas à partir du centre 15, donc ils utilisent leur numéro de téléphone portable. Donc là, pour le coup, on n'a pas tous les numéros de téléphone des médecins régulateurs. Donc voilà, donc il peut y avoir aussi ce numéro-là qui ressort. Parce que la particularité de la Mayenne, quand on est né sur un gros désert médical, c'est qu'on a les médecins régulateurs, je parle de la médecine de ville, qui régulent de chez eux. En fait, ils régulent de leur domicile et ils ne sont pas obligés, par exemple, comme des départements, le 49, le 72 ou le 44, d'être à la régulation du centre hospitalier. Donc en fait, c'est la particularité où parfois vous pourrez avoir un appel d'un numéro de téléphone classique portable, mais dans la majorité des cas, les orientations sont faites quand même par le SAMU Centre 15, et donc c'est les 2 premiers numéros qui s'afficheront sur votre téléphone. Encore une fois, vous avez une trentaine de minutes pour le rappel, et si toutefois vous ne rappelez pas dans les 30 minutes, il n'y a pas d'impact et ou sur votre activité, ou vous n'êtes pas blacklisté, c'est pas le sujet, c'est juste que par effet cascade, en fait, le médecin régulateur passera à un infirmier géolocalisé plus proche du patient. On va aborder la question de la rémunération. Alors, pour cette rémunération, comme on l'a dit, hein, on est dans le cadre d'un protocole dérogatoire, donc il y a une rémunération qui est elle-même dérogatoire et une ordonnance que vous allez recevoir qui est également dérogatoire. Le modèle d'ordonnance, vous l'avez sur votre droite, il est à peu près celui-ci, puisque vous aurez en tête, vous le verrez, le logo du CH de Laval et de l'ADOP 53. Mais il est bien indiqué dans tous les cas que c'est une prescription médicale pour les soins infirmiers non programmés dans le cadre du dispositif dérogatoire. Vous avez la date de prescription, le nom du médecin régulateur qui vous prescrit.
Et vous avez un numéro de prescripteur qui est unique. Il faut bien que vous utilisiez ce numéro de prescripteur, sinon vous ne pouvez pas prétendre à la rémunération dérogatoire. Donc, dans tous les cas, quand vous recevez cette ordonnance-là, enfin, quand vous êtes mobilisé par la régulation, que vous recevez de fait cette ordonnance-là, vous utilisez ce numéro prescripteur. C'est le numéro prescripteur que vous connaissez déjà pour certains, puisqu'il était utilisé dans le cadre de la crise Covid. En fait, pourquoi c'est très important? C'est parce qu'au niveau de la traçabilité des actes, l'AMI 5.6, comme c'est hors convention au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que la CEPAM, elle adosse la rémunération à un numéro spécifique de prescripteur qui sera toujours le même. Donc, quand bien même vous êtes sollicité par le CH de Laval, le CH de Château-Gontier ou Mayenne, ou que le médecin régulateur qui vous appelle, c'est un médecin qui est connu dans votre secteur d'activité, vous rentrez quand même ce numéro de prescripteur-là. Mais de toute façon, dans l'ordonnance qui vous sera transmise pour l'acte, ce numéro, il est déjà préenregistré. Donc en fait, c'est le numéro que vous rentrerez au moment de la facturation. On reviendra sur les modalités de facturation tout de suite. Ouais. Sur l'ordonnance, donc vous avez également toutes les informations liées au patient, son nom, son prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale. On va modifier aujourd'hui cette ordonnance-là pour le 53 parce qu'il y aura également les informations liées à vous, en fait, l'infirmier qui aura été mobilisé. Et en dessous, vous avez la raison pour laquelle vous avez été mobilisé. Donc, soit le bilan clinique de proximité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le lever de doute notamment. Soit s'il y a un acte qui est reconnu NGAP, vous avez l'acte qui est prescrit en dessous. Par rapport à la cotation, maintenant, vous avez trois situations différentes. Donc, soit vous vous déplacez et vous réalisez une action qui n'est pas reconnue dans la NGAP. Et à ce moment-là, vous cotez un AMI 5-6. La deuxième situation, c'est que vous vous déplacez pour réaliser des soins techniques qui sont reconnus dans la NGAP, mais ces soins techniques la valorisation est inférieure à un AMI 5,6. Donc à ce moment-là, vous cotez également un AMI 5,6. Donc dans tous les cas, quand vous êtes mobilisé par la régulation, la cotation plancher, c'est un AMI 5,6. En revanche, si vous vous déplacez pour réaliser un soin technique qui est reconnu dans la NGAP, mais dont la valorisation est supérieure à l'AMI 5,6, à ce moment-là, vous cotez tel que c'est prévu dans la NGAP. En fait, le premier exemple, c'est que vous faites juste le bilan, vous avez fait un lever de doute et une fois que votre passage fait, vous rappelez la régule avec le numéro qui vous a été indiqué tout à l'heure. Et suite à votre bilan, le patient reste au domicile puisque la levée de doute est faite. Donc là, votre déplacement, c'est AMI 5,6 plus IFD plus les kilomètres comme dans le cadre de votre activité. Le cas numéro 2, c'est par exemple, c'est un patient diabétique que vous connaissez qui est sujet à faire des malaises hypo. Et du coup, vous êtes amené à faire un dextro et un bilan d'évaluation. Vous cotez la MI 5-6 et pas juste le dextro, c'est-à-dire que, comme le disait Claire, c'est la cotation minimum de votre déplacement, la MI 5-6 plus CFD plus kilomètres. La seule fois où la MI 5-6, entre guillemets, saute, c'est quand vous avez des soins type perfusion ou autre qui vous sont prescrits suite à votre passage. Et pour le coup, la MI 5-6 est écrasée par la cotation supérieure. Il n'y a pas de cumul des actes en aucun cas, parce que là, on est dans le cadre d'un passage pour acte unique. Donc, en fait, vous n'avez pas une série de soins qui peut vous être prescrite. C'est-à-dire que en aucun cas, votre passage sera lié à une série de soins par la suite. Au niveau du code de facturation, c'est des codes de facturation habituels chez les patients. Je vous rappelle que vous avez un délai de 4 heures, donc on n'est pas dans une notion d'urgence, mais vraiment dans une notion de levée de doute. Et la facturation, c'est selon les règles habituelles. Vous faites partie obligatoire, partie complémentaire avec la carte complémentaire du patient, une facturation comme quand vous facturez un acte unique, type une prise de sang. En aucun cas, quand bien même votre passage est lié à un malaise hypoglycémique, il peut être facturé dans le cadre d'une ALD, puisque si vous facturez un AMI 5.6 dans le cadre d'une ALD, ça va faire sauter la rémunération adossée à ça au niveau de la CEPAM. Donc il faut vraiment s'accrocher à AMO, AMC. La seule chose, en fait, il n'y a pas d'Exo 3 non plus, ni d'ALD, je le répète. La seule chose qui peut être fait, c'est parfois sur les patients 100% exonérés, qui sont les patients au niveau des caisses militaires ou autres. Quand c'est un patient exonéré en Exo 5,
là, vous le passez en exo 5 parce que de toute façon, ils sont exonérés de tout soin. Pour le reste des cas, si par exemple le patient chez qui vous allez n'a pas de mutuelle, ben, vous facturez la partie AMO en dégradé et la partie mutuelle en facturation, ou vous faites une facturation globale au patient et une télétransmission classique comme un acte unique. Si toutefois vous avez un souci et que le patient ne veut pas vous payer, comme honnêtement, on a évalué à peu près, à l'échelle d'un cabinet, c'est 2 à 3 sollicitations à l'année. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui va nous pourrir nos tournées. Mais si vraiment vous avez une difficulté lors d'un passage auprès d'un patient, vous revenez vers nous, vous aurez nos coordonnées tout à l'heure. Et nous, on appellera la CEPAM de rattachement pour déverrouiller le sujet et que vous soyez payé de votre AMI 5,6. Tu l'as un peu dit, David, mais j'insiste sur le point que dans tous les cas, que vous réalisiez un soin technique ou non, il y a vraiment cet appel à la régulation qui est compris voilà, dans la rémunération et qui est compris également dans le process. Parce que sinon, le régulateur ne peut pas clôturer son dossier tant que vous n'avez pas rappelé la régulation. Par rapport aux indemnités kilométriques, on l'a un peu dit aussi. Donc, il n'y a pas de dérogation aux indemnités kilométriques. On est vraiment sur un dispositif où vous êtes appelé en tant que patient, qu'infirmier, pardon, de proximité par rapport aux patients. Donc, vous facturez tel que habituellement. Donc, vous avez ici la liste des contacts que vous pouvez solliciter. Donc, David Guillet, que vous connaissez probablement déjà, qui est connecté. Donc, vous avez son numéro de téléphone et son adresse mail. Et ensuite, l'équipe projet. Donc, vous pouvez nous solliciter sur l'adresse IDEL Pays de la Loire SAMU. C'est une adresse qui est tout le temps consultée. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut la consulter. Donc, n'hésitez pas à recourir à cette adresse mail-là pour les questions liées aux soins non programmés. De notre côté, donc nous sommes salariés, donc nous travaillons sur les horaires de journée en semaine. Et vous pouvez nous solliciter aussi sur les numéros de téléphone qui sont indiqués ici. Je laisse un tout petit peu la slide sous les yeux avant de passer à... Là, vous pouvez la prendre en photo, mais de toute façon, on vous enverra dans les jours à venir, une fois l'enregistrement consolidé là, de la viso qu'on a eue, on vous enverra l'enregistrement avec l'ensemble des slides qui vous ont été présentés. Pour toutes les questions d'ordre ordonnancement ou autre, je vous invite à contacter l'adresse IDEL Pays de la Loire SAMU, parce que du coup, on fera un retour et on concentre, nous, les événements aussi qui peuvent être indésirables pour faire des remontées auprès des différentes CEPAM. Mais sinon, n'hésitez pas sur l'un des 3 numéros, et moi en priorité si besoin, à me contacter si vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, ou un questionnement, quel qu'il soit, après le webinaire ou après une intervention. Il ne faut surtout pas hésiter à m'appeler sur ce sujet-là. On voulait faire un petit focus aussi donc, sur le service interprétariat. Juste Claire, on peut revenir à la slide avant. Là, en fait, on va terminer le contour global de ce qu'est l'expérimentation SNP. Encore une fois, on vous le rappelle, en fait, on est dans des actes dérogatoires. Pour vous resituer un petit peu la manière dont ce sujet-là est venu sur la table, c'est qu'au moment de la crise sanitaire, on avait fait preuve en Pays de la Loire d'une organisation assez fléchée, à la fois à l'échelle régionale et départementale, avec une fluidité des prises en charge des patients qui avait été louée au niveau national. De là, on était sorti, je ne sais pas si ça parle à certains, mais sûrement que oui, les VDSI, les visites domiciliaires de surveillance infirmière. On s'est adossé à ça pour ces bilans d'évaluation clinique parce que on avait remarqué quand même que dans le cadre de nos activités, il n'est pas rare qu'on puisse être appelé, alors parfois par un voisin, mais là on n'est pas dans ce cadre-là, mais en tout cas, ou par un médecin régulateur, ou par un médecin tout court, ou par le SAMU sur une évaluation clinique d'un patient, ou le fait de retourner au domicile d'un patient quand un INR est pas bon. Enfin, au moins dans ce cadre-là et dans le fait que vous puissiez être mobilisé, il y a une rémunération qui est adossée, alors qu'aujourd'hui on y allait juste pour la bonne cause ou juste parce que les patients étaient dans notre périmètre d'action. Rien n'est parfait, rien n'est verrouillé dans le marbre. En tout cas, dans les futures négociations conventionnelles qui vont normalement s'ouvrir en fin d'année 2025, pour une réévaluation globale en fait de notre convention, il est possible et il est probable même parce qu'on a été interrogé par la Direction générale de l'offre de soins et le ministère sur ce dispositif en Pays de la Loire, que les discussions conventionnelles s'articulent autour de cette cotation pour le déplacement d'un infirmier dans le cadre d'un soin non programmé.
Et dans ce cas, le contour de la rémunération, il n'est pas encore arrêté. C'est-à-dire que là, c'est une rémunération qui est liée à l'expérimentation. Nous, on espère que ce sera le minimum qu'on pourra nous donner. Et encore une fois, on s'est appuyé sur les VDSI mais c'est possible que ce soit et ou celle-ci et ou plus, on l'espère en tout cas dans le cadre des négociations conventionnelles. Et encore une fois, je le rappelle, c'est de l'ordre de 2 à 3 sollicitations maximum par an et par cabinet. Donc, c'est pas non plus quelque chose, entre guillemets, qui renverse nos activités. La slide qui va suivre, en fait, c'est parfois on a une difficulté quand on va au domicile, dans des nouveaux patients notamment. Donc là, on est censé être dans le périmètre du patient, mais parfois on peut être appelé par un patient qu'on connaît peu ou pas. Il y a un sujet de barrière de la langue. Donc Claire, peut-être je vais te laisser présenter le dispositif, mais qui peut aussi être utilisé dans le cadre de vos activités au sens large et pas que pour les SNP. C'est un service qui est gratuit, mais Claire, je te laisse le présenter. Alors, en effet, c'est un service sur lequel vous pouvez vous appuyer pour toutes vos activités en tant qu'infirmier. Donc, il est financé entièrement par l'ARS des Pays de la Loire. Donc, pour en bénéficier, vous, en tant qu'infirmier, vous devez vous inscrire sur le formulaire dont l'adresse est indiquée ici. C'est nous qui avons accès à votre inscription. Donc, dès que vous êtes inscrit, on transmet votre demande d'inscription au service en question, qui s'appelle l'ISM. Et l'ISM nous transmet un code qu'on vous transfère et qui est valable tout le temps. Donc, à partir du moment où vous avez le code, vous pouvez vous connecter dès que vous en avez besoin. C'est un service qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a 183 langues, je crois, et dialectes qui sont traduits. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à l'utiliser dès que besoin. C'est nous, côté URPS, qui recevons la facture et qui payons l'ISM, grâce aux fonds perçus par l'ARS. Voilà, donc par rapport à ça, hein, il faut anticiper un peu ses besoins. C'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire dès que vous pouvez. Parce qu'encore une fois, l'URPS est fermé donc le soir et le week-end. Si vous êtes sollicité le week-end pour autre chose, hein, pour vos prises en charge habituelles, nous, on ne pourra pas répondre, vous transmettre le code utilisateur en un temps record. Voilà. En fait, ça, c'est un dispositif qui est quand même utile, notamment pour les personnes qui interviennent auprès de la grande précarité ou parfois des migrants ou d'associations de patients ou autres. Donc, en fait, n'hésitez pas, Claire, si tu peux juste revenir sur le slide. On vous enverra en fait le PowerPoint, vous aurez le lien qui sera cliquable et vous pouvez vous inscrire. Et quand bien même vous gardez vos codes vers vous et quand bien même vous l'utilisez que dans 6 mois, le code restera le même. C'est quand même très très efficace et en effet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça peut être pratique sur la barrière de la langue, notamment sur des explications liées à l'environnement administratif du patient, la prise en charge ou des demandes quelles qu'elles soient en lien avec votre activité de soins. Ça, c'était un petit peu le sujet à part, mais qui peut être un peu aussi en lien quand on intervient sur des sujets comme cela. N'hésitez pas, on s'était donné une trentaine de minutes et on est dans les clous à peu près sur la présentation de l'ensemble des slides. N'hésitez pas à poser toutes les questions quelles qu'elles soient, il n'y a aucune question stupide, bien au contraire. Soit dans le chat, soit à l'oral. On est là pour y répondre. Et ceux qui voudraient ou passer le message aux collègues ou autres, il y a un autre webinaire qui est prévu, le dernier pour le 53. On en fera un autre à distance, voire peut-être deux, au mois de juin ou au mois de septembre, après quelques mois d'utilisation du dispositif, pour qu'on puisse échanger les uns les autres vis-à-vis de ce dispositif-là, les points de blocage, les leviers, la manière dont vous avez utilisé le dispositif. Euh, je ne sais pas qui pose la question parce que vous n'êtes pas identifié, mais l'ordonnance, vous la recevez via messagerie sécurisée de la part de l'établissement prescripteur ou du médecin prescripteur. Il y a un délai d'envoi, Claire, je ne sais plus le délai d'envoi de l'ordonnance en général, mais c'est dans la foulée de la demande. Il est de 3 jours, mais généralement, alors, ils ont jusqu'à 3 jours pour vous transmettre l'ordonnance, mais généralement, ils l'envoient dans la foulée de l'appel.
Et de toute façon, dans tous les cas, si vous ne recevez pas l'ordonnance immédiatement, au niveau responsabilité, vous êtes couvert par l'enregistrement de la conversation au niveau du centre 15. C'est plutôt pour facturer derrière. Et oui, encore une fois, normalement, le délai est de 3 jours, mais vous devriez la recevoir immédiatement. Oui, alors l'ordonnance, c'est celle qui va vous permettre de facturer auprès de l'assurance maladie comme vous facturez habituellement. Et encore une fois, si vous avez des soucis avec, parce que quand vous allez enregistrer les données patients, vous n'avez pas forcément l'ordonnance qui est arrivée au moment où vous intervenez au domicile du patient. Vous enregistrez l'ensemble finalement des éléments administratifs du patient avec la date de votre jour d'intervention, puisque l'ordonnance sera datée au moment du jour de l'intervention. Et ensuite, ce sera celle qui sera comme justificatif score pour justement avoir cette facturation dérogatoire de la l'AMI 5.6. Et c'est le code utilisateur finalement qui vous permettra d'avoir la rémunération obligatoire. Si dans Alors, la suite de soins, par exemple, alors vas-y Claire. Comme on le disait, là, l'ordonnance que vous allez recevoir et le motif de mobilisation de la régulation, il est pour un passage unique. Si jamais il y a une continuité de soins, à ce moment-là, c'est le médecin traitant qui doit prendre en charge son patient et qui effectuera une ordonnance avec une continuité de soins ou une suite de soins. Mais c'est pas prévu dans le cadre de ce dispositif-là. Et ce sera retoqué de toute façon par l'assurance maladie. Si on peut faire peut-être une aparté, c'est que c'est un dispositif qu'on connaît bien, hein, puisqu'on le déploie notamment en Sarthe depuis maintenant plus de 2 ans. En revanche, sur votre département, c'est un dispositif qui est innovant et qui est en expérimentation. Donc, il se peut qu'il y ait des couacs à certains moments. Notamment, ça arrivait hein, sur le département de la Vendée où il y a un médecin régulateur qui n'avait pas compris que c'était un passage unique. Donc, en effet, il faisait des ordonnances avec des séries de soins, etc. On a rétabli la situation assez rapidement parce qu'on en a eu connaissance. Donc, si jamais il y a des couacs, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à solliciter soit David Guillet, soit nous, côté URPS infirmier, pour nous faire part du problème que vous rencontrez ou du couac qui a été, enfin, que vous avez eu. Et nous, derrière, on a des points réguliers, que ce soit avec l'assurance maladie, avec l'ARS ou avec la régulation. Et donc, on peut faire remonter ces problèmes-là pour faire évoluer le dispositif. Si vous trouvez aussi que c'est pertinent ou que, enfin voilà, pour toute remarque, n'hésitez pas à nous faire remonter parce qu'on a justement ces points réguliers. Claire, si le médecin n'a pas de médecin traitant, identifié pour l'ordonnancement de la suite de soins. En fait, la question qui est posée là, c'est de se rapprocher alors soit de l'établissement porteur, c'est-à-dire du CH, et pour le coup, l'ordonnance doit être faite par le service des urgences, soit de faire comme on le ferait pour un circuit classique, c'est-à-dire que le soin déclenché suite à vos interventions nécessite une ordonnance d'un cabinet médical quel qu'il soit. Bah, c'est la même chose que si on avait des soins à facturer de par un patient finalement qui n'a pas de médecin traitant et qui a une plaie, il faut bien que le patient lui-même puisse se rendre auprès d'un médecin qui voudra bien lui faire une ordonnance. Si tel n'est pas le cas pour la suite de soins, le patient sera en avance de frais s'il n'a pas d'ordonnance adossée à ses soins. Mais pour le coup, en tous les cas, c'est le circuit habituel des patients sans médecin traitant malheureusement. On en a fait part déjà parce que la Sarthe est très concernée par ce sujet-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problématique de relais d'ordonnance ou de suite de soins, puisque en général, c'était quand même bien fait par les services adossés à la demande initiale. Dans tous les cas, si vous avez une problématique d'ordonnance sur une suite de soins, encore une fois, revenez vers nous et nous, on déverrouillera la situation soit auprès de l'établissement porteur, soit auprès de la régulation médicale pour qu'ils trouvent un médecin qui vous fasse l'ordonnance. Il faut savoir que l'ADOPS, qui s'appuie sur le dispositif, c'est l'association départementale de la permanence des soins médicaux. Et en fait, ça, c'est un regroupement de médecins régulateurs qui peuvent être aussi à l'origine des ordonnances quand il y a des suites de soins. Donc, même pour voir un patient si besoin, ils orienteront vers un collègue qui nous permettra, nous, finalement, de sécuriser nos pratiques. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous dire si vous avez ce souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous invite quand même à ne pas hésiter à rappeler via l'ordonnance mail où tu peux remettre la slide claire sur les coordonnées de chacun. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos remarques
qui pourront permettre au dispositif finalement à la fois de s'étoffer, d'être appuyé et qu'on puisse cette force de proposition, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est d'identifier les infirmiers au niveau des soins non programmés, que là, c'est que le début, en fait, des soins non programmés. Mais avec ce qui nous est promis et les tensions hospitalières, il est probable qu'on rentre aussi dans une organisation un peu plus fine dans les mois ou les années à venir. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'enclencher. Au niveau de la Sarthe, il y a quasiment un taux de réponse à 100%. Au niveau des demandes du SAMU, parce que finalement, un délai d'intervention entre 0 et 4 heures, c'est pas ce qui nous fait tomber de notre chaise, hein. Globalement, les sorties hospitalières de l'après-midi qu'on doit gérer le soir, c'est pas le truc le plus impossible pour nous. Donc, on reste dans le cadre de nos activités. Pour l'instant, on ne s'est pas adossé comme la Sarthe à une astreinte le soir et le week-end, parce qu'il n'y a pas eu d'identification de la part du CH ou de la part de la régulation médicale sur ces créneaux-là. Il n'est pas dit que dans les mois ou l'année prochaine, il y a un sujet qui apparaisse là-dessus, notamment sur le 20h minuit, parce que vraisemblablement, on ne sera jamais sollicité en nuit profonde. Mais en tout cas, sur le 20h minuit, il y a des questions qui se posent avec des astreintes, par contre, par secteur. Mais on en reparlera au cas échéant. Pour l'instant, on est vraiment sur le 8h-20h. Il y a une question qui avait été posée la fois dernière, c'est que quand, si jamais on est appelé à 19h30 ou 19h45, ben, c'est plutôt à nous d'évaluer en fait la capacité de pouvoir répondre aux besoins ou pas. Mais en tout cas, si vous aviez une intervention à faire à 20h15 parce que vous avez été prévenu tard, il y a la majoration de nuit qui s'applique parce que votre délai d'intervention finalement est à 20h15, vous avez été prévenu tard et vous intervenez à 20h15 ou 20h30. Là, il y a la majoration de nuit qui s'applique et ça, il faut le justifier vis-à-vis de l'appel. Et nous, on peut le justifier aussi auprès de la caisse au moment de votre facturation. Mais ça, il s'agit de nous le signaler en fait auprès de moi-même ou de l'équipe de l'URPS infirmier du fait que vous avez été obligé de facturer un passage de nuit par rapport au délai qui vous était donné pour répondre. Mais en aucun cas, si vous êtes ne répondez pas après 20 heures, et encore une fois, comme on est sur une évaluation clinique, en aucun cas n'allez vous déplacer avec une grosse tournée chargée à 22 ou 23 heures chez un patient. C'est pas du tout l'objet, puisqu'en général, on est vraiment sur des interventions sur une fenêtre de 9h30 à 15h30, 16h. Souvent au moment du passage des aides à domicile ou autres le matin et au niveau du passage l'après-midi des aides ménagères. Donc on est vraiment sur la typologie des appels entre 9h30 et 16h30. Je ne sais pas si ça évoque d'autres questions, parce que là, globalement, le dispositif, il a démarré le 3 mars. Donc en réalité, on fait les webinaires au fil de l'eau et on démarre, on ne se met pas sous pression. Il y a eu 3 appels pour l'instant identifiés de la part du SAMU, dont une infirmière du Nord-Mayenne qui ne connaissait pas le dispositif. Donc elle s'est trouvée un petit peu en difficulté, je l'ai eu au téléphone. Mais au niveau du dispositif, il a réellement officiellement démarré le 3 mars. L'objectif finalement, comme il faut, entre les médecins prescripteurs, les infirmiers qui puissent être informés et le fait qu'on puisse s'informer les uns les autres dans nos cabinets, vous rassurer, mais il faut entre 2 et 3 mois pour que le dispositif soit fluide. Donc encore une fois, on ne se met pas la pression pour se mettre à l'envers, mais l'objectif, c'est qu'on soit prêt d'ici le mois de mai-juin pour anticiper une éventuelle période estivale un peu plus compliquée. Mais c'est un dispositif qui, une fois qu'il est enclenché, il est pérenne jusqu'aux prochaines négociations conventionnelles. C'est-à-dire que le dispositif, une fois qu'il est enclenché en Mayenne, il courra jusqu'aux négociations conventionnelles. Et s'il y a une rémunération supérieure ou autre qui viendrait, ce serait qu'au moment où elle rentre dans la convention qu'elle s'appliquerait. Mais en tout cas, de maintenant 3 mars jusqu'à la fin des négociations conventionnelles, c'est ce dispositif qui prévaut avec cette cotation qui prévaut. Ben, merci à tous, vous êtes sages. S'il n'y a pas d'autres questions, et on va vous transmettre là les éléments, le temps de revérifier l'enregistrement et qu'il soit monté, entre guillemets. On vous transmet les éléments au plus tard, début de semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous auprès des numéros que vous avez vus affichés tout à l'heure. On se tient à votre disposition pour toutes les questions. Bon après-midi. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, merci.